Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Émilie Belval-Lavillonnière. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Nicolas Riault, cofondateur avec Manon Loisel de Partie Prenante, structure fondée en 2017, qui accompagne les collectivités dans leur démarche de prospective et d'accompagnement territorial. Nicolas Riault est également l'auteur d'une thèse de doctorat en sciences politiques sur la place de la prospective dans la gouvernance et les institutions locales. Dans ce cadre, il continue un travail de recherche et de publication autour des questions de la concertation dans la politique de la ville, alimenté par ailleurs par une large expérience de terrain. Aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble concertation et dynamique d'acteurs dans la politique de la ville. Nous reviendrons avec Nicolas Riault sur 10 ans d'évolution de la politique de la ville, avant de nous interroger sur les enjeux de la nouvelle contractualisation, au regard notamment des dynamiques d'acteurs et des enjeux actuels. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas Riault. Bonjour. Nicolas, vous êtes à la fois un acteur et un observateur de la politique de la ville. Alors, j'ai envie de démarrer par une question d'actualité au moment où nous enregistrons ce podcast. Est-ce que les émeutes de juin 2023, qui viennent d'avoir lieu, et des réactions aussi fortes et violentes suite à la mort de Nahel, étaient prévisibles ou du moins imaginables ? Oui. Quand on parle avec des acteurs de la politique de la ville qui sont sur le terrain, que ce soit des associations, des chargés de mission ou des élus, ils nous disent tous c'était prévisible, on s'y attendait. C'est le discours du maire de Grigny qui dit on vit sur une poudrière. La question c'est quand est-ce que ça allait se déclarer. Et puis la semaine dernière, j'ai regardé à nouveau le film Les Misérables de Lajli. Et en fait, il y a tout dans ce film qui est sorti, je crois, en 2018 ou en 2020. Il y a à la fois les violences policières, les tensions dans les quartiers populaires et ce que ça provoque, sachant que dans le film, à la fin, les policiers sont pris dans un guet-apens. Alors le film s'arrête avant, mais on imagine qu'ils n'en sortent pas vivants. Donc de ce point de vue-là, on peut se dire que l'issue des émeutes est moins dramatique que l'issue du film, mais ça serait faux de dire que c'était une surprise. Par contre, ce qui est plus imprévisible, c'est ce que ça va provoquer en termes d'action publique. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que ces émeutes, alors est-ce que c'est un hasard de calendrier ou non, elles ont eu lieu au moment où le président de la République était censé faire les annonces sur la prochaine génération de contrats de ville. Et justement, on a pu voir dans la presse évidemment beaucoup d'expressions et de réactions, mais certains politiques ou sociologues spécialistes de la question parlaient d'échec de la politique de la ville, classiquement, et même au-delà de ça, d'échec des politiques publiques. Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans le discours ? Une émeute pour l'action publique, c'est forcément un constat d'échec. Évidemment, la question c'est de quel échec s'agit-il ? Et là, le sentiment, c'est que ceux qui sont les premiers à dire que les émeutes sont un échec de la politique de la ville, sont ceux qui attendent de cette politique qu'elle fasse régner l'ordre public dans les quartiers, quoi. Et donc, on accuse la politique de la ville de la même manière qu'on accuse les parents de ne pas avoir réussi à tenir ces jeunes et toute la colère qu'ils expriment face aux injustices et aux inégalités dont ils sont victimes. Donc, pour moi, c'est moins un échec de la politique de la ville qu'un constat de son impuissance face à l'ampleur des inégalités et des discriminations dont les habitants de ces quartiers populaires font l'objet. Et donc, c'est ce que dit Renaud Epstein, c'est plutôt le signal de l'échec de toutes les autres politiques publiques. Justement, si on revient maintenant presque 10 ans en arrière, au moment de la loi Lamy qui annonçait cette nouvelle génération de contrats de ville, et ces contrats de ville, alors initialement 2014-2020 et qui se prolongent, l'une des ambitions portées était d'intégrer les quartiers prioritaires dans leur environnement, d'articuler les politiques spécifiques avec le droit commun, au-delà de ce qu'on faisait jusqu'à présent, et d'être vraiment dans une volonté de politique pluridisciplinaire. Aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, quelque chose n'a pas pris là-dedans, notamment dans cette intégration. On en est encore à parler, comme vous le disiez, vous parliez de discrimination, on pourrait parler exclusion, sentiment de relégation. Est-ce qu'on peut en analyser les raisons, ou en tout cas les toucher du doigt ?
Juste sur la notion d'exclusion, j'ai pas le sentiment, mais il faudrait voir un peu les analyses qui en sont faites, mais que l'exclusion soit le point de départ des émeutes. Le signal que font passer les émeutiers, c'est moins un signal d'exclusion que de colère face à des injustices qui sont structurelles et omniprésentes dans leur quotidien. Et d'une certaine manière, qui est plutôt le signe d'une inclusion dans la société, mais le sentiment d'être confronté à une fausse promesse de cette société en termes notamment d'égalité, quoi. D'accord. Et cette voix de la société civile qui là s'est exprimée, alors d'une façon très violente, mais qui s'est exprimée, est quelque chose justement qui était censé être au cœur du dispositif de politique de la ville, avec une nouvelle place de nos habitants, la création d'un conseil citoyen par quartier. Aujourd'hui, ces conseils citoyens ont été créés. Toujours est-il que la place qu'ils ont et les discours qu'ils portent ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Comment on peut, vous, en tant qu'observateur des quartiers, comment jugez-vous aujourd'hui cette place des conseillers citoyens dans les instances ou la mise en œuvre de la politique de la ville? Alors sur les conseils citoyens, globalement, c'est plutôt reconnu que c'est un échec par rapport à l'ambition initiale dans sa capacité de ces conseils citoyens à porter une parole des habitants des quartiers populaires, et que ça s'est transformé comme une instance peu investie et surtout peu autonome pour faire remonter les besoins des habitants. Sur la concertation plus globalement, c'est là où post-émeute est un peu un moment de vérité. Là aussi, ces émeutes, elles interviennent au moment où le gouvernement lançait les concertations dans les quartiers politiques de la ville sur les prochains contrats de ville. D'une certaine manière, on peut dire, avec les émeutes, cette expression citoyenne a eu lieu. Elle n'a pas pris la forme qu'on attendait, une forme qui est en partie illégitime, mais qui pose la question de pouvait-elle prendre d'autres formes que celle-ci. La question, c'est que va-t-on en retenir comme enseignement, qu'est-ce que les pouvoirs publics sont en capacité d'entendre dans cette colère qui s'est exprimée, à la fois colère des émeutiers, mais aussi colère de tous les autres habitants de ces quartiers populaires qui sont aussi les premiers impactés par les dégradations provoquées par les émeutes. Et pour vous, en tant que chercheur, prospectiviste et en même temps acteur de terrain, quels pourraient être les points d'appui d'une, je mets des guillemets, d'une bonne concertation, en tout cas d'une concertation bien menée auprès des habitants dans toute leur diversité? Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. On a tendance à réduire la participation citoyenne à la concertation officielle où on met en place des dispositifs pour faire parler les habitants. Et donc, l'enjeu, c'est qu'ils soient le plus nombreux possible et qu'ils parlent le plus longtemps possible. Sauf que la question, c'est pas est-ce qu'ils vont parler, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'ils nous disent. Le problème, il vient plutôt de la capacité d'écoute des institutions, que ce soit les collectivités locales, l'État et ses différents opérateurs, que de l'expression citoyenne. Et donc, c'est là où les émeutes constituent un épisode intéressant. C'est une expression a eu lieu, comment en face, la puissance publique fait la démonstration qu'elle a écouté, fait attention à ce qui a été exprimé à travers ces émeutes. Effectivement, on est à une période charnière. Enfin, ça fait plusieurs mois que nous, en tant que professionnels de la politique de la ville, on attend les annonces gouvernementales, les annonces sur la suite, sur cette nouvelle contractualisation qui doit arriver pour les 6 ans à venir, de ce qu'on en sait. Donc effectivement, comme vous le dites, l'écoute et la traduction contractuelle, réglementaire, etc., de tout ce qu'on a ressenti du terrain va être primordial. Au-delà de ça, qui constitue quand même un socle de base incontournable, quelles sont les attentes, les changements, les perspectives qu'on pourrait attendre de cette nouvelle politique de la ville? C'est là où les émeutes interrogent l'impuissance de la politique de la ville que j'évoquais tout à l'heure, puisque le sujet numéro 1 qui ressort, c'est celui des discriminations. La question, c'est quelle est
la capacité de la politique de la ville à résoudre ce problème qui la dépasse largement, puisqu'elle vient plutôt des politiques régaliennes, à commencer par la police et la justice. On parle beaucoup du rapport police-population et des violences policières, mais la mort de Naël, elle n'est pas uniquement liée aux violences policières, elle est liée à des violences policières redoublées d'un effet de discrimination. C'est bien parce que ce jeune était arabe dans un quartier populaire que le policier l'exécute pour refus d'obtempérer, ce qui serait jamais arrivé à un jeune blanc de centre-ville. Alors, dans les premières annonces qui ont été faites par le ministre Olivier Klein dans son engagement quartier 2030, c'est le terme consacré à ce jour, on voit qu'il y a des axes prioritaires. Effectivement, l'un d'eux s'intitule aujourd'hui « Tranquillité et sécurité publique ». C'est une partie de la réponse, peut-être, à voir comment on prend les choses. Il y en a d'autres. Il y a la question de l'emploi, où effectivement, c'est assez partagé comme constat que tant que l'accès à l'emploi et à l'éducation, qui est d'ailleurs un des troisièmes axes, ne sera pas un souci à minima et une réponse au mieux apportée à ses habitants, le problème subsistera. Il y a aussi la question de la transition écologique et énergétique. On sait aujourd'hui que les habitants des quartiers en politique de la ville sont très concernés par la question des conséquences du réchauffement climatique. Il y a un baromètre d'opinion qui a été sorti en 2022, réalisé par l'Institut Harris Interactive, qui montrait que les habitants du QPV étaient bien plus concernés. Si je prends un chiffre, c'était 7 habitants de QPV sur 10 indiquaient avoir été confrontés à des températures trop élevées pendant l'été 2022 contre 56% au niveau national. C'est un chiffre, on aurait pu en prendre d'autres, et notamment sur la capacité économique à assumer les coûts liés à la hausse des prix de l'énergie, etc. Comment, selon vous, on peut imaginer une bonne prise en compte de ces enjeux dans le cadre de la politique de la ville? Et est-ce qu'une réponse spécifique est d'ailleurs nécessaire ou est-ce que ça doit relever de politique de droit commun général? J'allais dire sur toutes les politiques, tous les enjeux de politique publique que vous avez cités, la réponse viendra des ministères en charge de porter ces politiques. La question, c'est comment on arrive à faire exister cette notion de géographie prioritaire qui concentre les efforts là où les besoins sont les plus importants du fait d'une situation de concentration de la pauvreté. Et ces efforts des autres ministères, alors l'expression droit commun, elle est un peu réductrice, elle est beaucoup mobilisée par les acteurs de la politique de la ville, mais elle ne les aide pas forcément parce que ça crée un peu un clivage entre les acteurs de la politique de la ville et le reste du monde. Toutes les autres politiques publiques qui ne relèvent pas de la politique de la ville sont mis dans le même sac qui est celui du droit commun. Or, la question, c'est plutôt de savoir comment la politique de la ville peut réussir à tisser des alliances avec ces différentes politiques pour à la fois les aider et les forcer à décliner leurs ambitions de politique publique dans ces quartiers populaires. Et c'est là où la question de la transition écologique se pose, parce qu'on s'aperçoit que sur ces politiques-là, que ce soit la mobilité, l'énergie, l'adaptation au changement climatique, les habitants des quartiers populaires, les besoins de ces habitants sont encore sous-estimés, marginalisés, en tout cas avec une difficulté de les prendre en compte. Donc c'est là où une alliance possible serait intéressante avec la politique de la ville pour voir comment on peut réussir à décliner ces politiques publiques dans ces quartiers-là et comment on arrive à penser le croisement entre chacune de ces politiques et les questions de pauvreté, de discrimination, qui sont les deux questions qui caractérisent cette géographie prioritaire. Vous parlez de tisser des alliances entre les politiques. J'imagine que ça interroge aussi les sujets de gouvernance, de qui fait quoi et de liens entre les acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi complètement réinterroger les modes de travail? Est-ce que vous, de l'observation que vous avez du terrain, il y a déjà des territoires sur lesquels ces nouvelles façons de faire ont été enclenchées pour avoir une vision justement plus globale, plus générale de l'action dans les quartiers?
Alors, je ne sais pas si la solution vient forcément d'une action plus globale et plus générale. C'est un peu l'effet pervers des contrats de ville qui, en voulant faire un contrat ensemblier, finit par se perdre parce qu'en face, les acteurs qui portent ces politiques publiques jouent pas forcément le jeu. Dans ces contrats, on a souvent beaucoup de mal à y intégrer l'éducation nationale, sans parler de la police et de la justice, des politiques de lutte contre la pauvreté qui sont aussi peu impliquées dans l'élaboration de ces contrats. Donc c'est plutôt comment on repart plutôt de ces politiques publiques là et de voir au sein de ces politiques comment on les décline spécifiquement dans les quartiers. Dit autrement, comment on pense la politique de la ville, enfin les acteurs politiques de la ville, comme une fonction ressource à destination des autres politiques sectorielles pour faire ce travail de déclinaison. Sauf que ce travail de déclinaison, il ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où on remet ces populations comme une cible prioritaire de l'action publique, ce qui n'est pas le cas ces dernières années, où on voit plutôt une forme de marginalisation, d'invisibilisation des quartiers populaires et de leurs habitants. Et aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de la géographie prioritaire qui détermine l'action dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, la politique de la ville. Elle est définie sur un critère unique qui est le critère de la pauvreté. On entend dans les différentes premières annonces qu'il pourrait avoir un assouplissement de cette géographie prioritaire et de ce critère unique. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a un enjeu à redéfinir la géographie prioritaire ou est-ce que finalement, on est aujourd'hui dans des contours qui, sur cette base de critères de pauvreté, collent assez à la réalité de ce qui se vit sur le terrain? Ce critère de pauvreté, il a le mérite d'être objectif et de bien cerner de quoi on parle. C'est définir l'équation. Finalement, ça veut dire quoi? Justice plus pauvreté, éducation plus pauvreté, transition écologique plus pauvreté. Donc de systématiquement se poser cette question-là dans une situation où en plus la pauvreté se trouve concentrée à l'échelle de certains quartiers. Donc c'est important que la géographie prioritaire suive l'évolution de la géographie de la pauvreté. Mais derrière, surtout, il faut en faire quelque chose de cette géographie prioritaire, parce qu'on peut se battre pour la faire évoluer, mais si le seul impact de ce changement, c'est les quelques avantages fiscaux qui sont ouverts sur les emplois, sur l'abattement de la taxe foncière, etc., ça restera assez marginal. Et puis, notre point sur la géographie prioritaire, c'est moi, une des questions que je me pose à la suite des émeutes, c'est que je trouve que de mettre à ce point l'accent sur les quartiers et de penser la politique de la ville à partir des quartiers contribue aussi d'une certaine manière à invisibiliser les habitants de ces quartiers. Et au final, c'est un peu ce qui s'est passé avec la rénovation urbaine. On a une politique de rénovation urbaine qui est effectivement assez volontariste sur l'évolution d'un certain nombre de quartiers de la politique de la ville et qui transforme effectivement la morphologie des quartiers. Les émeutes sont là pour reposer la question de d'accord, mais qu'est-ce que ça a changé pour les habitants de ces quartiers? Et là, vous m'offrez une transition parfaite puisque j'allais justement vous interroger sur la démarche annoncée l'an dernier par l'ANRU qui est quartier résilient, où cette notion de résilience correspond en partie à ce qu'on vient de se dire sur la capacité de rebond, la capacité d'adaptation aux changements et aux crises. Quand vous disiez, voilà, il faut savoir traiter crise climatique plus pauvreté, emploi plus pauvreté, éducation plus pauvreté. On pourrait s'imaginer que derrière ce concept de résilience, il y ait cette volonté globale de réponse. Selon vous, est-ce que ça peut apporter une forme de réponse ou est-ce qu'à nouveau, on se limite trop à l'objet géographique et physique qui est le quartier en oubliant ce qui en fait son identité et sa réalité, qui est les habitants?
Là aussi, on verra ce que ça donne. Ça peut être une évolution intéressante si, la rénovation urbaine se saisit davantage des questions écologiques et de l'impact du réchauffement climatique sur les habitants de ces quartiers. Vous l'avez dit, qui sont quand même fortement touchés par les épisodes de canicule, mais l'impact de la transition écologique sur ces quartiers, il est bien plus large que uniquement l'adaptation au réchauffement. On le voit sur le débat sur les zones à faible émission, comment les habitants des quartiers populaires sont parfois un peu victimes d'une forme de double peine des politiques de transition. Ils sont à la fois les premiers concernés par les évolutions écologiques, mais aussi les premiers impactés et handicapés par les politiques de transition qui sont mises en place. On le voit aussi avec les phénomènes d'inflation, que ce soit sur l'énergie ou sur l'alimentation, et la façon dont ça fait évoluer l'impact que ça peut avoir sur les habitants. Et on sait bien que l'inflation a des impacts sur les personnes en situation de pauvreté bien plus importants sur le reste de la population. Tout ça pour dire que c'est bien que la rénovation urbaine s'empare des enjeux de transition écologique. Pour autant, on ne peut pas réduire la question de la transition écologique à la rénovation urbaine. Et puis, il y a une deuxième réponse à votre question, c'est de voir où commence et où s'arrête la notion de résilience. C'est intéressant de voir que dans la stratégie de résilience de la ville de Paris, qui identifie un certain nombre de menaces, une des menaces qui est identifiée, c'est justement les émeutes du fait des inégalités sociales et du sentiment d'injustice que ça produit, dont on sait bien que c'est le sentiment d'injustice lié à une expérience vécue qui sert de carburant principal à ces émeutes. Et donc, là aussi, ça interpelle l'ANRU et d'autres acteurs publics qui interviennent dans ces quartiers populaires sur comment on arrive à intégrer cette question des inégalités et des discriminations dans toutes les politiques publiques qu'on arrive à mener. Avec votre agence partie prenante, et on en sent le reflet dans votre discours, vous intervenez à la fois sur le terrain et à la fois vous attachez à développer une vision prospective, en vous projetant vers l'avenir et en ayant un regard critique, constructif, sur l'action du terrain. Selon vous, dans quelle mesure ces éléments de prospective et de recherche sont reçus dans des contextes très opérationnels? Et est-ce que ça peut devenir des leviers de mise à l'agenda des enjeux en place dans les quartiers de politique de la ville? Je suis pas sûr que la prospective ou la recherche soit ce qui oriente les actions de la politique de la ville. Nous, ce qu'on observe là, et c'est plutôt ça sur lequel on essaye de travailler, c'est que la politique de la ville en général et les contrats de ville en particulier se retrouvent enfermés dans une forme de bureaucratisation de la politique de la ville, dont les chargés de mission des collectivités qui sont sur le terrain, ou en tout cas en charge de ces quartiers prioritaires, comme du côté de l'État avec les délégués du préfet, sont les premières victimes, qui impactent aussi les associations qui se retrouvent à devoir remplir une paperasse infinie pour toucher des subventions, somme toute assez réduites, pour mener à bien leur action. Et du coup, c'est cette bureaucratisation qui, d'une certaine manière, empêche de penser l'évolution de la politique de la ville. Donc nous, on cherche moins, avec les travaux qu'on fait, à faire une prospective de la politique de la ville pour dire aux acteurs ou aux associations ce qu'ils devraient faire pour venir leur dire à leur place, mais plutôt à réouvrir des espaces de réflexion collective pour se dire qu'est-ce qui est en train de se passer et comment ce qui se passe nous interpelle et nous invite à modifier nos actions. Donc évidemment, la question va à nouveau se poser suite à la mort de Naël et aux émeutes. Et moi, ce qui me frappe dans le contexte actuel, c'est de voir comment ce sujet qui était
apparu avec des émeutes qui se sont enflammées très vite, disparaît aussi vite qu'il est apparu et que ce qui avait permis de rendre visible un certain nombre de problématiques est à nouveau invisibilisé et de voir qu'on traite les émeutes comme une catastrophe naturelle dont le but est de faire disparaître les traces de ces émeutes le plus vite possible. Donc voilà, là, ça c'est une des questions qui va se poser dans les semaines et dans les mois à venir. Mais une autre question un peu du même ordre se posait déjà, c'est notamment l'impact du Covid et des confinements successifs, ce que ça a produit dans les quartiers. Et il y a sans doute d'ailleurs, on verra ce qu'en disent des analyses plus poussées, mais des liens à faire entre le vécu du Covid et la révolte qui a eu lieu dans les quartiers populaires. Le Covid a montré que ces quartiers étaient loin d'être exclus et complètement séparés du reste de la société et qu'au contraire, s'ils concentraient tous ces travailleurs en première ligne dont on avait absolument besoin au moment du Covid et mettaient en lumière l'inclusion de ces quartiers dans la société, mais renforçaient aussi les discriminations dont ils faisaient l'objet, puisque on sait que le confinement était plus difficile à supporter quand on vit à plusieurs dans un petit appartement, dans une barre HLM sans aucun espace extérieur que quand on est dans un quartier pavillonnaire avec un jardin, et dont on sait aussi que le taux de prévalence du Covid était plus important sur ces populations pauvres, avec des facteurs de comorbidité plus élevés. Et en même temps, on a vu dans les quartiers aussi des logiques de solidarité se construire et des élans, des dynamiques habitantes, citoyennes, beaucoup plus fortes qu'ailleurs, parce qu'il y a aussi ces habitudes, ces habitudes d'entraide, peut-être cette entraide obligatoire qui s'est créée. Donc ça montre bien qu'il y a un vivier et une force vive qui demande qu'à être écoutée, perçue, révélée. Complètement, et qui pose la question de quelle action publique quand on parle de résilience. Quelle est l'action publique qui arrive à prendre en compte ces solidarités informelles, à les soutenir et à les accompagner, au lieu soit de venir les rompre ou les affaiblir. Et c'est là où la bureaucratisation de la politique de la ville est en partie problématique. Et effectivement, il y a pas mal d'acteurs de la politique de la ville qui voient la période Covid un peu comme une parenthèse enchantée. Alors, pas dans la situation, mais dans la fluidité qu'il y avait pu avoir à ce moment-là pour essayer, tant bien que mal, de produire des réponses face à la situation. Et l'autre problème, sur la façon dont l'action publique accompagne ces solidarités collectives plus informelles, c'est comment on n'en fait pas un substitut à l'action publique dans les quartiers populaires. Or, des remontées qu'on a eues de certains chargés de mission politique de la ville sur le terrain, c'était de voir que la politique de la ville avait tendance à être réduite à une politique de la vie associative à destination des quartiers populaires, mais dont on demande à ces fameuses associations, qui restent réduites, fragiles, précaires, de prendre en charge toutes les lacunes d'une action publique déficiente et de services publics insuffisants dans les quartiers populaires. Et c'est, une fois de plus, ces associations qu'on va pointer du doigt au moment des émeutes en disant « je ne comprends pas, la puissance publique vous finance et vous n'êtes même pas capable de faire en sorte que les choses restent dans l'ordre ». Du coup, on est suspendu aux annonces politiques qui devraient arriver dans les tout prochains mois normalement pour voir si ce changement de vision et puis cette réimplantation, j'ai envie de dire, de la politique au sens noble du terme dans les quartiers revient de ce que vous voyez chez les acteurs de terrain que vous disiez être les premiers à subir le côté bureaucratique de la politique de la ville, où effectivement il s'agit maintenant de remplir des piles et des piles de papier pour obtenir des subventions avant même de faire des actions. Est-ce qu'il y a une attente forte en termes de changement,
Ou est-ce qu'on peut plutôt ressentir ce qu'on voit parfois, une espèce de lassitude et presque de dépit ? C'est sûr que l'ambiance est plutôt au défaitisme, mais moi je suis pas sûr qu'on soit suspendu aux annonces gouvernementales. L'enjeu du moment, c'est plutôt de voir comment on arrive à lutter contre l'invisibilisation des difficultés et des besoins des habitants de ces quartiers populaires. Et cette invisibilisation, qui est en partie organisée par le débat public, le monde politique et médiatique, elle peut aussi être contrée par une mobilisation plus forte. Donc, au contraire, j'aurais tendance à dire, c'est comment on sort d'une position un peu attentiste, notamment au niveau local, pour mettre en avant les besoins de ces habitants, souligner la nécessité de les prendre en compte. Et puis après, on verra quelle action publique et quels moyens financiers et humains on accorde en face à ces besoins mis en avant. Donc une vraie responsabilité collective à tous les étages, y compris et peut-être d'autant plus pour nous professionnels que de porter ce discours et de relayer ce vécu, ce ressenti et cette parole des habitants des quartiers. J'ai une question pour finir, qui est un peu notre question traditionnelle de fin de ce podcast. C'est pour quelle cause, autre que celle pour laquelle vous êtes engagé aujourd'hui, vous auriez pu faire le mur ? La cause pour laquelle je me bats, c'est justement le fait de faire le mur et d'encourager, d'une certaine manière, l'action publique bien délimitée à elle-même faire le mur. C'est ce que je vous racontais sur la politique de la ville, sur comment on évite de se retrouver enfermé dans ce carcan de la politique de la ville et faire le mur pour aller chercher ses alliances avec d'autres directions dans les collectivités, d'autres ministères, d'autres acteurs. C'est aussi un peu ce qu'on dit sur la participation citoyenne, sur comment tous les acteurs de la participation citoyenne font le mur pour ne pas se laisser enfermer dans les dispositifs de participation institutionnelle et le plus souvent assez dysfonctionnels, pour aller écouter d'autres paroles qui sont de l'autre côté du mur. Donc faisons le mur, sortons du cadre, poussons les limites. C'est noté. Merci beaucoup Nicolas Riault d'avoir pris le temps de partager avec nous sur ce sujet complexe, sensible, mais passionnant, qu'est la politique de la ville et les habitants auxquels elle s'adresse. Merci à vous. Merci à nos auditrices et auditeurs, et à bientôt à l'occasion d'un nouvel épisode de Faire les murs.